Bonjour tout le monde, bien heureuse de vous retrouver pour cette avant-dernière capsule au-delà du salon. Nous y sommes et aujourd'hui, on a encore une belle capsule avec plein de réflexions, avec nos super invités. Bien sûr, Hélène sera avec nous. François Grisé, auteur, artiste multidisciplinaire, directeur général et artistique de la boîte de création 1 et 1 font 1000 qui a fait un séjour en résidence privée de personnes âgées. Et suite à cette cette immersion dans cette résidence, il viendra nous parler des fruits parce qu'il y a eu des créations qui s'en est découlées. Alors, on va discuter de tout ça avec lui. Et puis, Hélène, elle a une activité particulière aujourd'hui qui sera en lien avec un témoignage de vie. Alors, nous, on va poursuivre cette réflexion sur le vieillissement. Je pense que on sait que tout le monde veut vieillir, tout le monde veut vivre longtemps, mais il n'y a personne qui veut vieillir, hein? Puis aujourd'hui, globalement, on vit en meilleure santé, on vit plus longtemps, ce qui fait que la vieillesse recule. Alors, pendant plusieurs siècles, les 60-65 ans étaient en quelque sorte les âges considérés comme une entrée vers la vieillesse. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que ça serait l'équivalent des 75-80 ans qui sont perçus comme la vraie vieillesse. Ce qui explique aussi que la majorité des décès ont lieu aux grands âges. Et je pense que ça a fait en sorte qu'il y a une confusion entre la vieillesse et la mort, parce que les deux sont souvent associés. Alors, on observe d'ailleurs dans notre société la tendance, vous le savez, tout le monde le sait, à cacher la mort. Donc, par le fait même, on cache ces personnes-là du grand âge parce qu'ils nous rappellent trop justement cette fin-là qui nous attend. Alors, allons poursuivre cette discussion, premièrement avec Hélène. Et puis, avant de commencer cette discussion, j'aimerais juste offrir mes condoléances puis mes sincères sympathies à tous les gens qui vivent présentement un moment difficile aussi, même si il y a la possibilité d'aller à la rencontre de leur famille et il y a des ouvertures à ce niveau-là. Je pense que les douleurs, les souffrances restent les mêmes à la perte d'un être cher et puis parce que, bien évidemment, ces décès-là continuent de se produire et en grand nombre. Par ailleurs, j'ai deux bonnes amies qui nous suivent de façon religieuse à chaque semaine et qui passent à travers ces instants-là, dont une qui a perdu son papa la semaine passée, qui était dans un autre pays. Donc, il y a toute une difficulté à pouvoir vivre un deuil de façon, comment je pourrais dire, non, pas convenable, mais d'une façon naturelle. Et puis, j'ai une autre amie qui est dans le processus d'accompagnement de fin de vie, une fin de vie qui est arrivée trop abruptement, donc toutes mes pensées sont avec elle et avec tous ceux qui vivent ces situations-là. On est tous ensemble. Je pense que on est là pour se réunir autour de ce sujet-là, justement, pour pouvoir apaiser les gens, apporter des réflexions, pas des solutions, mais peut-être ne serait-ce qu'un brin d'espoir pour, oui, c'est comment traverser cette période-là avec des gens, entre autres comme Hélène, qui a tout plein d'expériences et puis qui accueille cette fin de vie avec beaucoup de sérénité auprès de ses patients. Alors, bonjour Hélène, comment vas-tu? Bonjour, ma belle Poussadi, ça va très bien. Je suis bien contente d'être là encore. Écoute, on est gâtés, on a des très, très beaux invités à chaque émission, c'est fascinant. Écoute, je me joins à toi aussi pour accompagner les gens en pensée, du moins, qui vivent des choses difficiles en ce moment, qui doivent accompagner des proches qui sont soit malades ou en fin de vie, dont la présence n'est pas toujours souhaitée comme on le voudrait. On aimerait ça être auprès d'eux, puis il y a encore des limitations, même s'il y a un allègement quand même au niveau des mesures, mais il reste que beaucoup de gens ne pourront peut-être pas être auprès de leurs proches en ce moment et c'est vraiment extrêmement difficile. C'est très important de prendre soin de soi dans ce temps-là parce qu'on n'a pas malheureusement de pouvoir sur ce qui est en train d'arriver. On subit en quelque sorte toutes les contraintes du moment, mais c'est très important de prendre soin de soi et de ritualiser en fait ces moments-là. Ne serait-ce que par des petites choses simples, allumer une bougie à tous les jours avec une intention vers la personne qu'on aime pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'on soit serein dans tout ça et cette personne-là aussi. Ce sont des tout petits gestes, mais c'est important de se trouver des petits moments de répit au travers de tout ça pour tenter en tout cas de traverser ce moment-là avec moins de difficulté.
Par rapport au sujet, oui, t'avais-tu quelque chose à me dire, Annabelle Poussadi? Non, je voulais juste, mais merci pour ces pistes de réflexion. Je pense que tu es toujours d'une grande aide avec tes paroles, tes bons mots qui justement permettent de guider des gens qui vivent ce désespoir-là. Puis je pense que ces capsules-là, ils faisaient partie de, c'était la mission, en fait, qui se termine bientôt, mais qu'on va poursuivre sous une autre forme, certainement, pour rejoindre le public, les gens qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions, puis non seulement des réponses, mais une forme d'accompagnement à distance, mais juste des fois, ils osent pas nous appeler ou t'appeler ou pour appeler des ressources, mais juste entendre des échanges, ça leur permettra certainement d'initier peut-être cette étape-là vers un Oui, accompagnement. tout à fait. Donc, on va donner suite à tout ça. Mais ce matin, j'avais le goût de vous faire un témoignage de vie. Quand je suis allée voir ce que François Grisé faisait dans la vie, les belles réalisations qu'il avait fait aussi, puis les belles expériences qu'il a vécues, je me suis dit, tiens, c'est un sujet très intéressant parce que c'est sûr que présentement, dans notre société, on a peu de choix par rapport à la vieillesse et même la fin de vie. Tu sais, on commence à développer certains outils, certaines... il y a des réflexions qui se font très importantes là-dessus et effectivement, tu l'as bien dit tantôt, on vit de plus en plus vieux. Euh, Aujourd'hui, tu sais, moi, je regarde, quand j'étais plus jeune, les gens de 60 quelques années, je trouvais ça bien vieux. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la bête, je trouve pas ça vieux partout. Mais en fait, c'est ça, on vieillit bien, on vieillit quand même mieux, plus longtemps. Et ce qu'on a comme modèle de société, c'est les centres d'hébergement en ce moment, qui, à mon sens, ne répondent pas vraiment aux besoins des gens qui ont encore une certaine autonomie. Puis même quand les gens en ont moins, on appelle ça des milieux de vie, mais à quelque part, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. On le voit en ce moment avec tout ce qui se passe, comment c'est pas toujours adapté. Malgré la bonne volonté des soignants et des gens qui sont là, il reste que c'est pas toujours adapté à la vie. Et c'est pas toujours par choix non plus qu'on s'en va dans un centre d'hébergement. Hein. Moi, je vous raconte un peu l'histoire de mon papa. Mes parents sont ensemble depuis 70 ans, donc c'est une histoire de très, très longtemps. Ils ont vécu ensemble pendant de longues années. Et à un moment donné, mon père a eu des ennuis de santé très importants. Il a dû se faire amputer d'une jambe. Et lui, il avait l'impression qu'en se faisant amputer, il n'y avait pas de problème, il s'en retournait à la maison, puis qu'on continuait notre vie comme si de rien n'était dans leur petit logement. T'sais. Mais finalement, ça s'est avéré tout autre chose. La jambe qui lui restait, c'était une jambe qui était handicapée à la suite d'un accident qu'il a eu quand il était très jeune. Donc, cette jambe-là n'était pas très fonctionnelle. En tout cas, elle ne pouvait pas être d'un bon support pour faire ce transfert, ses pivots et tout ça. Et là, il s'est ramassé dans un centre d'hébergement parce qu'il avait besoin de soins. Il avait besoin d'aide pour le bain, pour être transporté d'un fauteuil au lit, parce que là, ça devenait de plus en plus difficile. Et il est en hébergement en ce moment, il a 88 ans. Depuis maintenant, je crois que ça fait 6 ans à peu près maintenant qu'il est en hébergement. Et ma mère, elle, qui a 82 ans, mais qui est encore je dirais peut-être pas en santé parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer, mais en tout cas, qui est quand même fonctionnelle, qui habite encore son logement, qui conduit encore sa voiture, qui est encore autonome, bien, elle n'est pas prête de s'en aller en hébergement, là. Donc, quand mon père, lui, il a appris qu'il n'y avait pas le choix de s'en aller en hébergement, il a trouvé ça très difficile parce que lui, c'était pas dans ses projets du tout, là, de se terminer ses jours comme ça. Lui, il voulait vraiment être avec ma mère. Puis ma mère, bien, même si lui voulait qu'elle vienne rester avec lui, on ne choisit pas non plus comme ça quand on est relativement en bonne santé, qu'on est fonctionnel, de s'en aller en hébergement non plus. Donc, ma mère, elle ne se sentait pas prête du tout à cette étape-là. Donc, mon père habite en hébergement, ma mère habite chez elle dans son petit logement. Et ça a créé toute une dynamique familiale différente aussi parce que là, ils sont dans la même ville, heureusement. Mais si, admettons, moi, je vais voir ma mère, bien là, je ne peux presque pas penser d'aller voir ma mère puis de ne pas aller faire un petit tour voir mon père non plus. Fait que là, il faut comme calculer nos visites pour savoir, OK, je vais partir un petit peu plus tôt, je vais aller voir papa en premier, je vais jaser un petit peu avec lui quand je vais le descendre en bas pour son dîner, là, je vais aller voir maman puis on va manger ensemble. Donc, ça crée toutes sortes de changements de vie pour tout le monde. En fait, pas juste pour mon père qui est en hébergement. Bon, lui, c'est sûr qu'il y a eu des deuils à faire aussi de sa vie d'avant, de ne pas avoir sa conjointe avec lui tout le temps, qui dort dans le même lit que lui.
Mes parents sont très amoureux aussi, donc les petits mots d'amour, bon, on s'en dit au téléphone et par courriel. Là, en ce moment, la capacité de se voir est quand même beaucoup réduite. Là, ça fait déjà, dans les 2, 3 derniers mois, ma mère, elle l'a vu une fois seulement. Heureusement, on peut faire du Zoom pour continuer à avoir des liens avec lui. Mais il reste que ça a amené tout un changement de vie pour tout le monde, en fait. Pas juste pour mon père, mais pour ma mère. Puis lui, elle aussi, dans le fond, elle ne pensait pas qu'elle serait séparée de son mari, qui n'est pas encore décédé pour terminer leur jour. Et la dynamique familiale a complètement changé. Donc, quand il y a des... Bon, plus en ce moment à cause du confinement, mais quand, par exemple, il y a un événement de famille, bien là, on ne peut plus recevoir chez nous parce que là, mon père est en fauteuil roulant, il ne peut pas être déplacé comme on veut. Donc là, c'est nous maintenant qui se rendons au centre d'hébergement. Dès que ça sera possible, on va recommencer. On loue une petite salle dans le centre d'hébergement, puis on se réunit ensemble, tout le monde apporte des plats. Fait que ça a vraiment changé toute la dynamique au complet. Donc, des fois, tu sais, c'est pas toujours par choix qu'on décide de s'en aller dans les centres d'hébergement, mais je comprends qu'il y a aussi une réflexion par rapport à tout ça pour savoir, en fait, pour les gens qui se dirigent tranquillement vers là, et on en fait partie, parce qu'à un moment donné, on va y arriver, nous autres aussi, de se dire, est-ce que c'est comme ça que je voudrais que ça se passe? C'est sûr que mon père, il y a eu un ennui de santé qui a fait qu'il n'a pas eu le choix. Mais systématiquement, on pense que nécessairement, parce qu'on vieillit, on doit s'en aller dans les centres d'hébergement. Mais peut-être qu'il y a d'autres formules, effectivement, à développer. Tu sais, il y a des endroits où ils vont avoir des petites maisons, comme des mini-maisons, mais une espèce de petit quartier où les gens s'entraident entre eux, où ils participent ensemble à différentes tâches, ils vont s'entraider, ils vont partager des outils communs, ils vont s'entraider pour les commissions, pour jardiner, avoir un jardin commun. Donc, je trouve qu'il y a des belles initiatives qui se créent en ce moment, puis c'est vraiment une réflexion de société, de savoir on fait quoi avec ça, puis nous autres, qu'est-ce qu'on veut pour nous. Fait que, dans le fond, je vous laisse là-dessus parce que je voulais juste vous partager un petit peu mon vécu en lien avec ma famille. Mais j'ai moi-même cette réflexion-là pour le futur, pour ma propre existence, en fait. C'est ça. Donc, est-ce que toi, selon toi, tu trouves que c'est pas assez adapté encore pour des couples tels que tes parents? Mettons, s'il y avait une maison d'habitation où ton père, avec des soins particuliers, serait là sous le même toit avec ta mère qui pourrait cohabiter parce qu'il est semi-autonome ou presque autonome, en fait. En fait, oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'il y a des choses possibles. Il faut juste être plus créatif. Il y a des modèles qui sont installés depuis très, très longtemps puis qui existent encore, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire parce que c'est ce modèle-là qui existe depuis toujours. En fait, je pense qu'on a à recréer justement parce que les temps changent, les gens changent, notre façon de regarder les choses se modifie aussi. Les gens vivent plus longtemps, plus en forme. On voit souvent des gens dans les 70 ans faire encore des marathons, de la bicyclette, faire de la marche régulièrement. Donc, il y aurait moyen, assurément, parce que même en ce moment, dans les centres d'hébergement, un couple qui voudrait être ensemble dans la même chambre, c'est très difficile déjà là. Fait que, tu sais, dans le fond, tu ne peux pas penser qu'un couple qui a vécu ensemble 70 ans vont choisir systématiquement d'habiter dans 2 centres différents ou dans des chambres différentes. C'est vraiment pas évident à vivre pour eux, tu sais. Fait que je pense que oui, il y a des modèles différents. Au lieu de repenser à faire toujours le même concept de maison pour les personnes qui sont en résidence comme ça, bien, je pense qu'il y aurait moyen d'adapter ça pour que ceux qui sont plus actifs puissent participer peut-être à la vie de la maison et s'intègrent davantage. Et la personne qui a besoin de soins, bien, elle aurait des soins sur place aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais on a beaucoup de travail à faire comme société pour repenser notre vision de justement cette étape-là, qui n'est pas... en fait, c'est que, tu sais, on est beaucoup dans un monde de performance, hein? Puis quand on arrive à ces étapes-là, où on prend de l'âge, où on est moins actif, bien, c'est comme si à quelque part, on mettait un petit peu les gens de côté, comme s'ils n'étaient plus utiles en société, mais ils peuvent encore faire des choses. Et ce sont quelque part des sages parce qu'ils ont vécu, on a à apprendre d'eux. Donc, moi, je pense que, tu sais, il y a des sociétés qui vont beaucoup intégrer les personnes âgées dans la société parce qu'ils savent que c'est eux la sagesse, parce qu'ils ont vécu justement. Il y a beaucoup de cultures où, justement, les aînés sont la priorité, puis c'est eux à qui on doit tout parce qu'on est ce qu'on est grâce à ceux qui sont passés avant nous, bien sûr. Puis donc, la culture, le patrimoine se perpétue. Mais j'ai l'impression que les aînés, premièrement, je trouve qu'on a déjà une difficulté. Il y a un malaise à dire les aînés, personnes âgées. Je ne sais même plus quel terme utiliser. Les seniors, les anciens, les vieillards, l'âge d'or, le troisième âge. On s'y perd, là. Puis on a un malaise parce qu'il y en a qui sont offusqués. Donc déjà là, il y a à réfléchir ensemble collectivement. Oui.
Oui, c'est vraiment une réflexion de société, en fait. Puis j'ai l'impression que justement, ces personnes-là d'un certain âge sont mis au brancard parce que ne sont plus utiles selon la société, les normes de la société. Puis, on a l'impression qu'ils nous coûtent cher en termes de frais de santé, de tout le reste, parce que puisqu'ils ne sont plus productifs, puis ne contribuent plus à l'économie, mettons, soi-disant. Mais c'est comme, ça me fait un parallèle, ça me fait penser à la mort. Tu sais, quand les gens payent pour des frais funéraires, ils n'ont pas envie de payer pour ça parce qu'ils se disent, c'est de l'argent que je vais... Non, mais dans l'inconscient, c'est comme l'argent qu'ils ne verront plus. Tu sais, un 5 000, 10 000 que tu mets dans un cinéma maison, mais tu continues à l'utiliser. Tandis que pour les célébrations, ben, il n'y en a plus après. Puis comme les personnes âgées, ben, ça ne sert à rien. Là. Ils sont là-bas, on va les laisser là, ils sont bien, puis on n'en met pas plus. Là, je trouve ça vraiment triste. Puis c'est vraiment, il faut vraiment qu'on s'assoie et qu'on regarde ensemble, de rechanger ce regard-là sur ces politiques-là de vieillesse. Mais c'est nous tous, là, parce qu'on va tous y passer, tout comme la mort. T'sais. Alors, mais merci Hélène pour ce début de discussion. Alors, on va aller rejoindre François qui est avec nous pour nous parler justement de sa démarche artistique suite à lui, son immersion dans cette résidence de personnes âgées. Et puis, justement, ta création s'est divisée en plusieurs volets, puis j'aimerais ça pouvoir t'entendre là-dessus. Puis, surtout, le point de départ de ça, qu'est-ce que ça a été pour que tu te mettes à réfléchir là-dessus, puis à aller te plonger là-dedans. Bonjour François. Bonjour Foutsadi, bonjour Hélène. Bonjour François. Alors, content de te recevoir. Alors, on attend tes belles réflexions pour enrichir cette discussion. Merci de me recevoir aussi. C'est très riche pour moi d'entendre le témoignage de Hélène autour de la vie ou des moments de vie de la réalité de ses parents. Parce que moi, c'est ça le point de départ de toute cette recherche que je mène depuis maintenant 2014. Mais en 2012, mes parents ont décidé de déménager dans une résidence privée pour aînés. Puis je les ai accompagnés là-dedans. C'est même moi qui était un peu à l'origine de la discussion autour de ça, autour de ce choix-là. Puis une fois que le choix a été fait, moi, j'ai eu un énorme malaise avec ce choix-là qu'on avait pourtant fait ensemble et de façon consciente. Donc, tu sais, après ça, pendant un an, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour dealer, je peux le nommer maintenant comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour dealer avec ce malaise-là? Puis au final, j'ai décidé d'aller vivre 2 fois 1 mois dans une résidence privée pour aînés. Je devais aller vivre avec mes parents, mais la corporation qui détenait la maison a refusé que j'y aille au final. Donc, je me suis retrouvé un peu par hasard dans une résidence privée pour aînés à Val-d'Or, où j'ai rencontré plein de gens. Puis c'est à travers ce processus d'immersion-là que j'ai commencé à créer des œuvres à partir du matériel accumulé. Je trouve ça assez fascinant, par en même temps surprise aussi qu'un responsable, à quelque part, ait accepté que tu puisses vivre cette expérience-là. Mais je trouve ça fascinant de ce regard-là de l'intérieur, mais tu sais, vers l'extérieur aussi, là. Mm-hmm. Puis ça a été une étape vraiment complexe de trouver quelqu'un qui accepte que je sois dans la résidence, parce que bien sûr, il y a toutes sortes d'affaires plus techniques, il faut savoir qui je suis, on ne veut pas laisser entrer n'importe qui dans une résidence comme ça parce qu'il y a beaucoup d'exploitation qui se fait envers les personnes âgées. Mais pour moi, le fait finalement de me retrouver dans un milieu où France Leclerc, la directrice de la résidence, a accepté que j'aille, mais j'ai rencontré, moi je pourrais dire, j'ai trouvé beaucoup de réponses parce que comme il y avait une distance avec les gens, comme je connaissais personne, ben j'ai été en mesure de faire à ma façon, parce que j'avais 43 ans à l'époque, je suis un peu plus vieux maintenant, mais de vivre un peu ce que vivaient les gens qui migrent vers ces maisons-là, parce que tout d'un coup, on se retrouve dans des milieux avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas choisis. On est déraciné de notre maison. Puis, tu sais, dans ces régions-là, les gens vivaient dans leur maison 40, 50, 60 ans. Comme, tu sais, c'est des gens qui sont vraiment dans un processus de casser maison et de se déraciner. Donc, ça a été vraiment le point de départ de beaucoup de questions, mais aussi de beaucoup de réponses
face au, pardonnez-moi, face au malaise que j'ai éprouvé là, quand mes parents se sont placés, comme on dit. Je suis curieuse de savoir comment tu t'es sentie d'arriver là comme ça, puis d'habiter là pendant un mois, là. Effectivement, ça devait être assez dépaysant et déstabilisant aussi, là. Ben, moi, ce que j'ai senti, c'est vraiment comme, tu sais, quand on arrive dans une école où on connaît personne, là, tu sais, pour tous les gens qui ont vécu des polyvalentes ou des écoles qu'ils ne connaissaient pas, je me suis vraiment senti comme, dans les premiers jours en tout cas, comme l'élève un peu bizarre qui est comme projeté dans un milieu de vie qu'il ne connaît pas. Oui, François, moi aussi, je me demandais, comment tu as été perçu par les autres locataires qui étaient là? Je ne sais pas si tu m'entends, j'ai l'image, elle a comme figé un peu, François. Je pense qu'on a perdu un peu. Ah, il est revenu, je pense. Oui. Désolé, la connexion est est un peu instable où je suis, mais tout ça pour dire que c'était vraiment l'expérience d'être l'étranger, Mm. d'être celui qui appartient pas au milieu, mais même quand on connaît des gens, les gens qui vivent dans des résidences, ils ont exprimé ça à leur façon aussi. Puis les grandes découvertes que j'ai faites en étant là-bas, en fait, puis c'est intéressant d'entendre ton témoignage, Hélène, parce que ce qui fait souvent qu'on se retrouve dans une résidence, c'est que c'est facile, hein? C'est une option qui est très, très mise en marché ici au Québec. Puis ce qui fait qu'on se retrouve dans une résidence aussi, c'est qu'on n'a pas pensé à notre vieillesse. Donc, on se retrouve dans une réalité où on dit, ah ben je me sens moins capable, je me sens plus capable. Et comme on nous vend ça comme... et ils font un très bon travail, hein, la plupart des résidences, là, surtout dans les résidences privées pour aînés. C'est souvent des maisons très... il y en a des moins bonnes, puis il y en a où on traite, où on maltraite les aînés parfois. C'est rare, mais il y en a. Mais la plupart des résidences sont des milieux de vie bien organisés, propres, avec du personnel qui fait très bien le travail, des services qui correspondent à ce qu'on vend. Mais ce que les gens ne savent pas quand ils font ce choix-là, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects humains d'être devant sa vieillesse, d'être devant le fait qu'on a moins de choses à faire, d'être placé devant la vieillesse qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge. Ça fait beaucoup de temps à passer, hein? Ça fait beaucoup de temps à passer à réinventer une façon d'être dans la vie. Puis ça, c'est une situation, tu en parlais un peu, Foutsadi, puis toi aussi, Hélène, tu sais, c'est une façon d'être dans la vie qu'on ne connaît pas. On n'a jamais vécu, les humains en général, partout à travers le monde, dans une société où on vit pas mal en santé jusqu'à, pour beaucoup de gens, là, jusqu'à 80, 85, 90. Les femmes, ça va souvent jusqu'à encore plus parce que les femmes ont tendance à vivre plus longtemps, là. Donc, moi, ça a été ma plus grande découverte, c'est de faire, il y a toute une éducation d'abord à savoir comment on est devant la vieillesse, mais comment on est devant la vieillesse aussi, moi j'appelle ça la super vieillesse, comme comment est-ce qu'on peut être 30 ans dans un nouveau segment de vie qui n'existait pas, puis avec aucun modèle ou très peu de modèles. Parce que les modèles qui existent, tu en parlais un peu, Hélène, tantôt, comme les marathoniens, elle a traversé la Manche, elle a sa boutique, elle tire des joints. C'est super, là, ces modèles-là sont importants, mais les modèles qui sont plus exigeants à regarder, ceux qui éprouvent, comme ton papa, des pertes physiques, des pertes cognitives, qui s'étalent souvent sur plusieurs années, on n'a pas beaucoup de modèles pour intégrer ça dans nos vies, nous qui nous en allons tous vers la mort. Donc, moi, ce que j'essaie de faire avec la pièce, mais avec mes autres activités aussi, c'est justement de présenter des modèles de gens qui font face à ça, puis de mettre le public face à ces réalités-là, pas pour faire peur, mais pour doucement intégrer cette réalité-là, parce qu'il y a beaucoup, je crois, à apprendre de ces Oui, modèles. tout à fait. Pour y réfléchir aussi, c'est un peu Ouais, le c'est ça. concept quand on parle de la mort, en fait. Il faut y réfléchir parce que c'est intégré à la vie, ça en fait partie. On ne peut pas Réfléchir, échapper ce moment-là. réfléchir puis initier surtout la discussion, délier la parole pour ça, là. Oui, Parce que exactement. ça reste tabou quand même, là. C'est une chose, tu sais, moi je pense qu'il y a un tabou devant la mort, mais j'ai l'impression que
ce tabou-là, on en parlait un petit peu, Foutsadi et moi, dans la rencontre pour préparer le live de ce matin, que je crois que le tabou de la mort va bientôt être dépassé par le tabou de la vieillesse. Parce que mourir, hein, c'est pas facile, mais ça dure, tu sais, il y a un processus, il est clair, ça arrive, on est là, on n'est plus là, physiquement et spirituellement et philosophiquement. Il y a comme c'est net la mort, c'est ça. Ça arrive, puis il y a un passage qui est créé. C'est une coupure. C'est une coupure, en fait. Exactement. Donc, pur se fait. Mais le long passage de devenir vieux, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, on est très peu expérimenté devant ça. Puis on a besoin d'en parler. Foutsadi, tu as tout à fait raison. Et c'est la phrase que les gens m'ont dit le plus souvent quand ils sont venus voir la pièce qui s'appelle Tout inclus, qui est une pièce de théâtre documentaire. Ils m'ont dit « Merci François, parce que c'est peut-être pas évident à regarder, même si on rit beaucoup, puis on s'amuse, puis tu sais, il y a une façon de présenter ça qui fait que c'est agréable et qu'il y a de l'espace pour réfléchir. » Mais ils m'ont dit « J'en ai parlé avec ma mère, avec ma blonde, j'en ai parlé avec des amis, on a été souper ensemble après, puis on n'avait jamais parlé de ça parce qu'on ne se sentait pas le droit d'en parler. Puis là, ils l'ont fait. Fait que ça, c'est ce qui me donne le plus de fierté, puis c'est ce qui me donne le plus d'espoir, c'est que si on veut s'éduquer, si on veut aller au-delà du tabou, ben tu as tout à fait raison, Foutsadi, qu'il faut ouvrir les canaux pour en parler là, de façon très simple. Et justement, si on en avait parlé davantage, tout ce qu'on entend présentement de ce qui se passe dans les résidences, là, dans le cas de la pandémie, là, des histoires d'horreur, on aurait délié des langues face à justement la maltraitance, qui est un autre sujet tabou, que ce soit à domicile ou en résidence. Nos aînés subissent ces souffrances-là, que ce soit la façon dont les aînés se font infantiliser aussi, parce que moi aussi, j'ai fait de l'accompagnement dans des résidences de personnes âgées auprès justement, à titre de bénévole quand j'étais étudiante, et puis pour accompagner des amies, voisines. Il y a toutes sortes de facettes qu'on ne voit pas quand on est plongé dans ces milieux-là. Et puis, personne n'en parle parce que c'est justement ce qui est intéressant, on les met au brancard, ces personnes-là, tu sais. Tandis que, oui, pardon, dans nos sociétés comme moi, en Asie, mes parents, je les vénère dans le sens que c'est mes ancêtres et tout le reste, les grands-parents, tu sais. Mais cette importance-là, tu sais, du sage du village, là, il n'y a pas ça ici, c'est un peu contradictoire, là, mais je suis comme prise dans les deux, puis j'essaie de conjuguer avec ces deux richesses-là, puis intégrer à ma façon quand, justement, moi, je suis bénévole présentement chez les petits frères, je fais des appels, puis, tu sais, leur laisser ce temps-là de parole aussi, tu sais, les écouter, même si à chaque semaine, des fois, ils se répètent, mais c'est pas grave, tu sais. Eux autres, ils ont besoin de continuer cette transmission du savoir, là, qui, comme du jour au lendemain, coupé, ils sont inutiles, tu sais, ils sont perçus comme des êtres, justement, qui ne peuvent pas rien apporter d'autre. Alors, mais c'est vrai, je m'excuse, là, je voulais juste enchaîner sur ta discussion, je t'ai coupé, mais désolée. Puis, tu sais, moi, ce qui est fascinant, si je peux dire, devant cette réalité-là, puis particulièrement avec ce qui est révélé avec la COVID, c'est que c'est pas quelque chose dont, tu sais, c'est là qu'il y a, je crois, une nuance à apporter. C'est pas quelque chose dont on parle pas. Les préposés, les intervenants, les intervenantes qui travaillent avec les aînés, qui travaillent dans les supposément milieux de vie, dans les institutions, parce que c'est ça qu'on a créé. On n'a pas créé des milieux de vie, on a créé des institutions qui répondent aux besoins de base, mais qui oublient souvent le côté humain, le côté d'écoute que tu évoquais, Foutsadi, le côté comme se rappeler qu'on vient de ces personnes-là, que ces personnes-là ont créé notre société et ont bâti la richesse dont on bénéficie maintenant. Mais c'est pas qu'on n'en parle pas, on en parle, mais on n'écoute pas. Les préposés, ça fait 30 ans qu'ils disent « ça va pas, on n'a pas assez de ressources, les gens sont abandonnés ». Puis c'est pas tout le monde, hein? Mais la majorité des gens sont très bien pris en charge, mais pour le pourcentage où les services sont de moindre qualité, et pas parce que souvent à cause d'une mauvaise intention, c'est juste parce que les moyens sont pas là et on n'écoute pas.
et ce qui est merveilleux d'une drôle de façon, là, je ne vais pas avoir l'air de dire que la COVID, c'est merveilleux, mais dans cette épreuve-là et dans cette crise-là, c'est un révélateur et finalement, j'espère qu'on va écouter ce qui se dit depuis 30 ans. Là. C'est depuis la mi des années 90 qu'on dit c'est pas super ce qui se passe. Là. Puis on faisait comme si de rien n'était. Vous avez peut-être vu des vidéos qui circulent, mais il y a dernièrement le gouvernement Legault là, qui appelle tout le monde les sages, puis les aînés, puis disait non à augmenter le salaire des préposés. Ça, c'était en 2019. Mais là, donc, tout ça pour dire, j'espère que cette crise-là va nous permettre de continuer à jeter un regard sur cette réalité-là des gens qui sont mis au rencard. Parce que je pense qu'aussi, Foudsadi dit, il y a une autre nuance à apporter qui est, il y en a qui sont mis au rencard et c'est inacceptable, mais il y a des gens, les préposés, les institutions privées et publiques qui prennent vraiment autant soin qu'ils peuvent des aînés. Et il y a plein de gens qui, comme moi, comme d'autres, s'engagent envers leurs parents, envers leur famille, qui les accompagnent. Et ces gens-là aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Il y en a beaucoup qui n'y vont pas. Hein? Vous avez peut-être vu cette statistique-là là, où on dit qu'il y a seulement 10% des gens qui vivent dans des résidences puis dans des CHSLD qui ont des visites de façon régulière. C'est vraiment... C'est atterrant de penser ça, tu sais. Donc, là où je m'en vais avec mes skis, c'est de dire, je suis content qu'on en parle, mais aussi je suis content que finalement, on écoute les voix de ceux qui en prennent soin, les aidants naturels, les gens qui travaillent dans les institutions, puis qu'on leur donne des moyens, j'espère, qui seront pérennisés, là, qui vont continuer, puis qu'il y a un éveil aussi personnel à se dire, il y a une responsabilisation devant notre propre vieillesse et devant notre propre mort, de se dire, je ne suis pas éternel. De toute façon, moi, je n'ai pas envie d'être éternel parce que je pense que ça donne un sens à la vie d'avoir justement la brisure que tu évoquais, Hélène. Mais tu sais, il y a une responsabilisation, je crois, qui va se créer avec la COVID-19. En tout cas, c'est vraiment une belle occasion de le faire. Puis nous, ben, avec la pièce, parce qu'on devait la présenter à Québec, mais à cause de la crise sanitaire, ben, on n'a pas pu présenter les 2 nouveaux chapitres. On l'a présenté à Montréal, on a présenté les 4 premiers chapitres en octobre dernier. Là, à Québec, on ajoutait 2 chapitres, mais on sait déjà qu'en septembre, octobre 2021, on va jouer la pièce dans sa version intégrale à Québec, à Montréal et probablement en tournée. Là, à cause encore là, de la crise sanitaire, le calendrier est un peu comme... un peu comme ça, mais on a très hâte de, même s'il y a des éléments un peu épeurants à ce travail artistique-là, on a très hâte d'aller à la rencontre du public encore parce que cette occasion de parole-là, de discussion, d'écoute est vraiment, vraiment précieuse autour de tous les tabous, en fait. Oui, absolument. Mais je suis d'accord avec toi pour justement cette valorisation-là des proches aidants. Peut-être aussi, il va falloir avoir un changement au niveau des politiques. Par exemple, faciliter aussi les congés pour permettre aux familles de prendre soin de nos aînés aussi. Tout ça rentre en ligne de compte avec ce processus de vieillesse-là. Alors, ça va être plusieurs pistes de réflexion, je pense, à venir et je le souhaite ardemment. Puis François, pour tes pièces, est-ce que c'est sur ton site web sur lequel on peut te suivre pour être à jour au niveau de... Oui, bien, j'imagine que vous allez intégrer ça là, dans les... Mais il y a 2 endroits particuliers où vous pouvez suivre un peu les évolutions des projets. Pour ce qui est de tout l'ensemble du cycle, parce que la pièce, tout inclus, fait partie du cycle Vivre vieux, qui comprend plusieurs œuvres, qui comprend un forum aussi de discussion autour de l'habitation des aînés. Ça, c'est sur notre site web. J'imagine que vous allez inclure l'adresse, c'est 1et1fourmille.com avec des tirets entre chaque mot. Puis il y a aussi notre page Facebook, qui est quand même un endroit plus à l'affût de ce qui se passe un peu plus au jour à jour. Donc, tu sais, si on a des publications intéressantes ou si on voit des articles passer ou des œuvres artistiques qu'on trouve intéressantes qui continuent cette discussion-là autour de la réalité des aînés, bien, on les intègre aussi à la page Facebook de 1 et 1 Fourmille. Et toi, François, est-ce que la vieillesse te fait peur?
Moi, je suis un peu nono dans mon processus parce que je pourrais pas dire que la vieillesse me fait peur parce qu'en ce moment, je suis plus souvent en méta, si je peux dire. J'essaie de regarder la réalité d'une façon un petit peu plus large. Fait que je suis pas rendu à moi, on dirait. Je suis encore dans la réflexion plus globale, puis je suis beaucoup devant mes parents parce que mon papa, un peu comme le tien, là, il est plus vieux un peu que le tien. Hélène, il a 91 ans. Il a eu 91 ans en confinement. Cancer, vieillissement global, là, tout ça. Je vis donc, je vais peut-être te consulter, Hélène, pour aller voir comment je peux, comment je peux Ça va me faire l'accompagner plaisir. là-dedans parce que, Oui. ok, je vais t'écrire, mais comment je peux l'accompagner là-dedans parce qu'il comprend pas tout ce qui se passe, mais il comprend, il se sent isolé, mais donc j'ai pas peur de ma vieillesse en ce moment. Je suis plus à essayer de faciliter, c'est un mot anglais, mais de faire un passage plus doux, puis accompagner mes parents dans ce processus-là. Mon père, je le sais qu'il en reste pas long, là, ça peut être des semaines, des mois. Ma mère va, même si elle me dit qu'elle va mourir bientôt, c'est pas vrai. Elle va mourir dans 10 ans parce que toutes ses sœurs sont mortes au début des années de leur 90aine ou fin 80aine. Donc, il y a encore un bout d'accompagnement pour moi. Puis, si je peux répondre à ta question plus directement, Fouds a dit, je me rends compte que d'accompagner mes parents, puis je suis sûr qu'Hélène, tu auras peut-être quelque chose à dire là-dessus, puis toi aussi, Fouds a dit, mais d'être avec mes parents dans leur vieillesse, de voir mon père quitter ce monde doucement à sa façon, de voir ma mère perdre la tête parce qu'elle a des pertes cognitives, ben j'ai pas le choix de penser à la vieillesse. Mais comme ce qui me motive, c'est de les accompagner. Puis je suis pas meilleur ou pire qu'un autre, c'est juste une décision que j'ai prise. Mais ça m'aide, je pense, à voir la vieillesse en me disant, ben, j'imagine que j'aurais créé des moyens dans ma vie d'être accompagné moi aussi. Puis comme je ne suis pas dans le déni de la mort et de la vieillesse en accompagnant mes parents, mais j'y suis confronté petit à petit. J'appelle ça de façon homéopathique. Ben, je l'apprends. Je m'en rends même pas compte, mais je l'apprends. Je suis plus résilient face à ça. J'ai plus d'espace dans mon cœur, mais dans ma tête aussi autour de ces concepts-là. Donc, je pense que j'ai peur de vieillir, mais je pense que je m'éduque en ce moment. Tu as tout à fait raison, François. J'allais exactement dire la même chose avant que tu l'exprimes, parce que ça fait exactement la même chose de côtoyer la mort, parce que ça fait 20 ans que je côtoie la mort. Moi, je la vois à toutes sortes d'âges. J'accompagne des gens qui ont 50, 60, 40, mais aussi des personnes âgées. Et veux pas, effectivement, ça fait faire un cheminement. Ça amène des réflexions, ça amène des prises de conscience. Ça éduque très bien, tu l'as très bien exprimé aussi, et ça nous permet d'apprivoiser tranquillement et d'accepter d'une certaine manière que c'est le parcours de vie normal de tout le monde, en fait. Et, tu sais, la fin se passe différemment ou la façon de vieillir parfois est différente, mais je veux dire, c'est un chemin qu'on va tous emprunter. Puis bizarrement, tu sais, puis je prêche aux convertis là, parce que vous êtes devant la mort, puis ces questions-là, puis la réalité de l'existence qui prend fin, ou en tout cas qui est temporaire. Il y a quelque chose de, comment je pourrais dire, il y a beaucoup de vie dans ce processus-là. Il y a beaucoup de moments de contact, de réflexions difficiles, de conversations dures autour de ces réalités-là, parfois, mais aussi, moi, les conversations que j'ai eues avec les résidents, avec mes parents, on finit toujours par rire. On finit toujours par dire, ben écoute, on finit toujours par, parce qu'on s'aime, puis parce qu'on s'accompagne, on est capable d'être vrai, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais de dédramatiser un peu en injectant de la vie là-dedans, d'être ensemble devant ces moments-là qui sont pas évidents, qui sont absurdes. Il y a une absurdité devant la mort, mais il y a plein de vie là-dedans. Il y a beaucoup tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est-tu Félix Leclerc qui a dit Oui, la mort, c'est beau, il y a plein de vie dedans. ouais. Au début, avant que j'accompagne, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Je me disais, c'est quoi cette phrase-là? Mais au fil du temps, en accompagnant, j'ai réalisé qu'effectivement, on est toujours dans la vie. Les gens ont l'impression que de parler de la mort, ou peut-être de la vieillesse aussi, ou de l'âgisme, c'est quelque chose de déprimant, mais on est dans la vie parce qu'on fait des prises de conscience très importantes sur le sens de la vie, justement, sur
qu'est-ce qu'on veut en faire et de quelle façon on veut traverser ces passages-là qui sont importants aussi dans notre existence à chacun. Puis je crois aussi que même si on ne se l'admet pas, on a besoin de ça. Cette phrase-là, moi, je l'ai entendue autour de la pièce, mais je l'ai entendue autour d'un événement qui s'appelle Imaginarium, qui est une des créations que j'ai faites à partir de mes rencontres avec les résidents, ou en tout cas du processus de mes rencontres. Comme je rencontre des gens dans une balançoire, j'ai rencontré près de 500 personnes. Je rencontre des gens dans une balançoire, vous savez, des balançoires à 4 Je trouve places. ça tellement brillant, là. J'ai vu ça sur Facebook, je me dis, oh wow, quelle belle façon d'avoir une conversation. Ouais, c'est invitant. Puis les gens, tu sais, puis je leur pose toutes sortes de questions autour de l'existence et de la vie qui semblent anodines, mais tu sais, qui leur font faire tout un parcours de leur naissance jusqu'à la possibilité et l'imagination de leur mort. Puis je les écoute, je ne commande jamais ce qu'ils disent, je ne fais que poser mes questions, j'écoute ce qu'ils disent. Puis ce qu'ils finissent par me dire, à leur façon, avec des mots plus ou moins précis ou dans leur comportement, c'est hey, ça fait du bien, puis ça me relaxe. Ça m'a détendu de parler de ces affaires-là dont on parle jamais, en fait, et dont on prend pas conscience. Tu sais. J'ai fait des entrevues hier avec 7 personnes qui vivent au Jardin du patrimoine de Val-d'Or pour leur parler de comment ils vivent leur confinement. Puis ça a été très dur pour moi, mais ça a été très riche aussi. Parce qu'au final, je me rendais compte que tout ce dont ils me parlaient, qui a été difficile, c'est tout ce qui concerne être avec les autres. On ne peut plus faire des câlins à nos amis, on ne peut plus voir nos amoureux, on ne peut plus danser ensemble, on ne peut plus manger ensemble, on ne peut pas se toucher, je ne peux pas aller en ville, je ne peux pas prendre mon char, je peux pas... Tous ces moments de vie-là... Social. Excuse-moi? L'aspect social, en fait. L'aspect social, mais l'aspect aussi des choix qu'on fait à tous les jours et qu'on prend pour acquis. Tu sais, quand tu parlais de la liberté tout à l'heure, Foutsadi ou Hélène, je ne me souviens plus qui, mais tu sais, il y a un aspect de liberté à tous les jours. Hey, je vais aller dehors. Hey, je vais aller prendre ma voiture, je vais aller prendre un petit café. Hey, je vais aller voir mon ami, puis je vais lui donner un câlin, puis on va se toucher, puis on va rigoler ensemble, puis on va être ensemble. Je pense qu'on va beaucoup apprendre potentiellement, en tout cas, de la crise sanitaire actuelle, de la force d'être ensemble. Comme on le prend pour acquis, puis je pense je pense que c'est peut-être ça, là, je pense à voix haute avec vous, là, mais je pense que c'est peut-être ça qui va ressortir le plus, parce que je pense qu'au final, qu'on soit vieux ou qu'on soit moins vieux ou jeune même, il y a beaucoup de détresse et de souffrance dans notre monde parce qu'on est tout seul ou on se sent seul. Je pense que de réapprendre à être ensemble, c'est vraiment fantastique. Là. Lancez vos appareils, regardez-vous dans les yeux, c'est ça? Bien, regardez-vous dans les yeux, mais aussi, parce que là, on est capable d'être ensemble via toutes sortes d'interfaces, mais moi, je le sens quand je vois des gens, même à 2 mètres, quand je passe du temps avec des gens, je le sens que ça me ravigote, que ça me fait quelque chose parce que je vis le confinement pas mal tout seul de ce temps-ci. Fait que même de s'accompagner dans la vie autant que dans la mort, c'est tellement crucial et tout le monde veut ça. Oui, bien, on est des êtres de relation, les êtres humains, hein, puis on a besoin du contact de l'autre, pas juste en se voyant comme ça, mais contact physique aussi. Moi aussi, c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi, que les gens ils manquent de câlins, justement, de se toucher, davantage les gens qui sont seuls. En plus, c'est sûr que moi, j'ai un conjoint dans la maison, puis on est chaleureux tous les deux, donc on s'en fait en masse des câlins, mais on est une famille très câlineuse aussi. Puis je regarde en ce moment, justement, avec mes parents, tu sais, ma mère, elle vit des choses difficiles en ce moment, puis je ne peux pas la prendre dans mes bras. Puis la dernière fois que je suis allée lui porter des choses sur le bord de la porte, elle me dit « Oh, mes câlins, ça me manque tellement. Nos câlins, ça me manque tellement. » C'est ça qu'elle a besoin en ce moment. C'est pas que j'y amène son épicerie, même si ça fait du bien, mais elle a besoin du contact chaleureux et social. Ça donne comme une énergie, ça donne un sentiment d'être pour l'autre aussi, là. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus manquant en ce moment dans ce qu'on vit. Tu as bien raison, François, quand tu disais qu'on prend pour acquis les choses, hein? Dans la vie en général, je pense que c'est comme ça aussi. Il suffit qu'on manque de quelque chose ou qu'on soit privé de quelque chose pour se rendre compte à quel point c'est devenu précieux dans notre existence. Et j'espère aussi qu'après, c'est ça qui va rester dans les leçons.
Puis les mots qui me viennent quand je vous écoute, c'est vraiment l'abandon, tu sais, ne pas abandonner d'autres, mais autant s'abandonner, tu sais, le lâcher prise, tu sais, je pense que, je sais pas, je vous entendais parler, puis ça résonnait ça, tu sais, l'abandon sans abandonner. Ouais, puis tu sais, moi, quand je t'entends parler d'abandon, moi, ça me fait aller à s'abandonner à cette réalité-là, comme, tu sais, que ce soit la mort ou que ce soit les difficultés qu'on vit en ce moment ou même les beaux moments, comme, faut les vivre, comme, faut se permettre de... Ça sonne un peu ésotérique, ce que je dis, mais c'est le contraire de l'ésotérique. Pour moi, c'est très concret. C'est, Oui. faut se permettre de prendre le temps. Puis ben, je sais pas si vous, dans votre entourage, c'est ressorti là, dans les conversations autour de la COVID, mais il y a bien des gens qui me disent « Hey, moi, je trouve ça tough, mais j'aime ça prendre mon temps aussi. J'aime ça comme qu'il y ait un petit peu plus d'espace, puis qu'il y ait le temps de prendre le temps, en fait. » C'est un Oui. peu général comme commentaire, mais je pense qu'on l'éprouve d'une autre façon en ce moment. Mais la vieillesse amène ça, nous permet ce temps-là. Donc, on devrait justement être inspiré par ces vieillards-là, ces gens d'un âge vénérable, pour nous inspirer à justement ralentir notre rythme de vie. Puis moi, je veux te dire quelque chose. Ça dit, il y a une nouvelle solution que j'ai entendue dans des discussions autour de comment. Ben moi, les vieux, je les appelle les vieux là, parce que j'ai le droit. J'ai ma maîtrise en vieux, là, les vieux. Mais il y a une belle petite périphrase qui est intéressante. Là, tu sais, des fois, là, les appellations politically correct, c'est un peu comme ça. Mais celle-là, je l'aime bien. On parle souvent des personnes vieillissantes. Puis je trouve que les personnes vieillissantes, ce que j'aime de ça, c'est que ça nous inclut tous. Effectivement. Donc, je trouve que cette formulation-là, il y a quelque chose de... Ça fait de l'espace un peu autour des concepts, parce que souvent, les aînés, surtout quand on dit nos aînés ou nos sages, comme une espèce de troupeau de vieux un peu pareil, là. Parce que Dieu sait que la réalité de chaque personne vieillissante est très, très différente, dépendamment des contextes familiaux, sociaux, économiques, etc. Culturellement, tu l'évoquais aussi, Foutsadi, tu sais, je veux dire, au Québec, on est particulièrement pogné un peu devant la vieillesse. Là, on veut vraiment pas parler de ça. Là. Vraiment. Même si sur notre plaque d'immatriculation, c'est écrit « Je me souviens », on veut pas trop se souvenir. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que cet élément-là, là, c'est vraiment un élément fort de se dire on est tous des personnes vieillissantes. Oui, tout à fait. Puis les aînés, c'est un bon mot aussi, mais les sages, là, non. Ça, je ne l'ai pas pris. Ça passe pas celui-là. Quoi? Ça passe pas celui-là. Ben, c'est parce que c'est tellement condescendant, selon moi. Tu sais, c'est genre, tu peux pas passer 30 ans à ignorer les vieux, puis après ça, à te mettre à les appeler les sages. Là. C'est pas, je trouve pas ça... Parce que c'est vrai qu'ils ont une sagesse. Il y a une sagesse. Il y a une réalité là-dedans. Mais... C'est dans la vision qu'on a d'eux, en fait, qui devrait être là avant qu'ils soient rendus à 90. Oui, puis c'est un mot qui se gagne, selon moi. Comme... Moi, je peux les appeler les vieux, mais il y a des gens dans ma vie qui sont des sages pour moi, mais parce que je les connais. Puis mes parents sont devenus des sages pour moi parce que j'ai appris à les connaître. Mais tu peux pas juste dire généralement les sages pour te faire bien sentir d'avoir abandonné beaucoup d'aînés. Pas tous les aînés, mais beaucoup d'aînés dans les dernières années. Puis sincèrement, j'ai l'air de chialer, mais je chiale un peu. Surtout, j'ai beaucoup... Malgré tout, je pense qu'à travers les œuvres que j'ai faites, qui est une petite partie de la conversation, parce qu'il y a plein de gens qui prennent soin de nos aînés. Là, de ce temps-ci, je parle à toutes sortes de monde, dans toutes sortes d'associations, des plus petites aux plus grandes, qui sont vraiment engagées dans le soin des aînés. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures, d'organisations à toute petite échelle qui prennent soin des aînés. Et moi, c'est ça le message que je veux faire passer, au-delà de mes constatations parfois un petit peu cyniques, c'est que quand on s'engage à petite échelle, dans des gestes concrets, dans des organisations, dans notre voisinage, dans nos communautés à plus petite échelle, ça peut vraiment changer des vies. Moi, je l'ai vécu en allant à la résidence des Jardins du patrimoine de Val-d'Or. Je l'ai vécu en apprenant à connaître mes parents à travers ces épreuves-là du vieillissement. Puis ça a vraiment changé quelque chose pour moi, mais ça a vraiment changé quelque chose pour tous les vieux, incluant mes parents que j'ai rencontrés. Puis
encore là, je le dis avec beaucoup d'humilité dans le sens que ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur que les autres, mais je peux témoigner du fait que ça m'a appris quelque chose qui est, comme je le disais tantôt, qui est rempli de vie. Puis si je veux finir sur quelque chose, c'est vraiment le message que je veux mettre de l'avant, puis qu'on veut mettre de l'avant ensemble, que de regarder la vieillesse et de regarder ultimement la mort qui vient au bout de la vieillesse souvent, il y a vraiment beaucoup d'éducation, puis il y a beaucoup de richesse là-dedans, humaine, sociale. Donc, je pense qu'il faut se permettre d'avoir peur de ça. Mais déjà l'initier par l'art, il y a une belle ouverture parce que les gens ont peut-être une meilleure écoute avec ça. Je pense que oui. Je pense que oui. L'art sublime la mort et peut-être probablement la vieillesse également. Exactement, parce qu'on choisit une façon d'en parler qui est un mélange entre des choses plus tragiques, dramatiques, mais des moments de drôlerie, puis d'absurdité, puis de fou rire, puis de blagues. Donc, ce mélange-là, je crois, nous permet d'avoir plus de place, comme tu dis, Foudsadi, pour être devant ces réalités-là qui sont difficiles. Ça, c'est souvent, en tout cas, qui sont souvent difficiles. Et pourquoi pas, justement, passer ce genre de pièces de théâtre-là à travers nos écoles aussi, conscientiser nos jeunes, justement, à nos vieillards, là, d'en prendre soin, là. C'est noté. Je vais voir ce qu'on peut faire. Je m'arrange avec toi, avec toute ma cohorte d'enfants dans les écoles, on s'arrange ça. Parfait, OK. Mais François, merci pour cette riche discussion, ton passage. Ça fait vraiment une belle découverte, vraiment fort intéressante. Tu nous tiens au courant à travers ton site. On va s'y abonner. On invite tous les gens à aller voir ta pièce et te suivre à travers les différentes initiatives artistiques de tes œuvres. C'est parfait. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, François, puis on se garde en contact. Oui, parfait. Je vais peut-être t'appeler pour une consultation. Avec plaisir. Ça va être très agréable d'échanger avec toi. Puis j'irai bien m'asseoir dans ta balançoire. C'est un super beau concept. On ira ensemble, Hélène. On est en train de créer une version 2 mètres. Donc, on va pouvoir reprendre ce processus-là bientôt. On se garde au courant. Merci beaucoup de ta belle présence. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Alors, nous, Hélène, on va aller rejoindre la belle Laure qui va finir cette capsule en beauté dans notre volet, justement, musical. Laure qui nous rejoint pour l'avant-dernière capsule. Bonjour Laure, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour Laure, merci. Bonjour Hélène, allô. Je peux pas passer outre te remercier François puis te dire que ça me fait plaisir de te rencontrer, même virtuellement. Et puis te remercier pour, mon Dieu, tous ceux qui ont déjà bénéficié de ton témoignage puis qui vont continuer d'être enrichis par ton propos puis ta contribution. Et puis, vraiment, ton éloquence, je trouve que le portrait que tu fais de cette réalité-là me touche vraiment beaucoup parce que ça fait partie de mes considérations, certainement depuis la pandémie et puis le confinement et tout ça. Je vais avoir 60 ans cet été et puis il faut que je me pince, mais je réalise que c'est dans mes réflexions. Je me demande comment ça va se passer. Puis j'ai perdu mes parents assez tôt, donc j'ai pas vécu cette expérience-là des résidences pour personnes âgées, outre à l'occasion d'aller chanter pour eux, parce que j'en ai eu le privilège. Alors, finalement, ton propos me donne espoir. Ça me remplit d'espoir. Et puis, je pense aussi que la COVID, c'est une opportunité de réinventer la roue. Et puis, j'anticipe du bonheur. C'est un beau témoignage. Alors, je voudrais vous présenter la chanson que j'ai choisi de faire, qui est tout à fait appropriée, je pense, pour le sujet d'aujourd'hui. Et puis, vous allez vous rappeler probablement de Jean-Pierre Manceau qui a écrit puis composé Théo et Antoinette. Et puis,
Je crois qu'il avait composé cette chanson-là dans le cadre ben, il avait été invité, je pense, à écrire quelque chose pour un couple d'amis qui fêtait leur anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. Et puis, ben, finalement, cette chanson-là a vraiment été populaire et puis avec raison parce qu'elle est très belle. Alors, je vous l'offre. Bien, merci. Merci beaucoup. C'est tout doux. C'est vrai que les paroles, c'est tout à fait approprié avec le thème d'aujourd'hui. Merci. Très beau, Laure. Merci beaucoup pour justement ce cadeau que tu nous offres pour conclure cette émission. C'est tout mon plaisir. Merci de m'avoir. C'est un plaisir de te retrouver. Alors, prends soin de toi. À très bientôt, Laure. On va mettre le lien suite à la vidéo pour que les gens puissent réécouter cette chanson-là. Avec plaisir. Je vous souhaite une belle continuation et puis merci pour ces capsules d'informations qui sont des plus précieuses. Merci, Laure. Merci. Alors, Hélène, on se retrouve donc la semaine prochaine pour conclure cette belle fin de projet, en fait, qui sera la dernière capsule et où notre invitée sera Madame Joanne de Montigny. Alors, on abordera avec elle, bien sûr, toutes sortes de questions, mais si les gens en ont, peuvent nous écrire, et particulièrement le choc post-traumatique. Comment on va se sortir de cette pandémie? Quels sont nos outils? Et toutes les craintes et les angoisses qui peuvent nous habiter. Elle va du mieux de son possible nous répondre. Alors, on invite les gens, si jamais ils ont des questions, elle peut les préparer d'avance. Ça va être une émission extrêmement intéressante. Joanne de Montigny a déjà beaucoup d'expérience au niveau du deuil et
J'ai assisté à un webinaire il y a peut-être longtemps où elle était présente et on parlait justement de toutes ces questions-là et c'était vraiment fascinant. Donc, ça va être une belle façon de terminer notre saison. Oui, vraiment, mais on va se retrouver pour d'autres choses, Oui, c'est sûr, Hélène. oui. Alors, pour conclure avec toi, je pense qu'ensemble, on pourrait collectivement repenser cette notion de vieillesse, hein, de vieillissement, pour en faire une promotion d'un regard plus positif euh, par rapport à ce phénomène de vie qui va tous nous concerner. Et pour rejoindre ce que disait François tout à l'heure, vieillir, au final, c'est avoir tous les âges. Et puis, avec justement le vieillissement de la population qui arrive, là, puis que nous, on arrive aussi vers cette traversée-là, je pense qu'il devient vraiment important qu'on valorise la contribution de ces vieillards, de ces vieux, appelons-les du moins, qu'est-ce qu'il a dit François, des personnes vieillissantes, ces personnes vieillissantes. Donc, valoriser la contribution de ces personnes vieillissantes dans notre société parce que c'est vrai qu'elles sont source de précieuses sagesse, mais elles sont aussi notre mémoire et nos racines de notre histoire. Puis, je pense que si elles ne sont pas là pour perpétuer ce savoir-là et transmettre la culture, bien, on sera une société perdue. Hein? Mais en fait, on est tous des êtres humains, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, on est tous des êtres humains et on peut tous s'apporter quelque chose, chacun à notre façon. Donc, on a à apprendre les uns des autres et à travailler ensemble aussi, même si physiquement, on n'est plus sur le marché du travail, il reste qu'on peut encore s'apprendre plein de choses et partager nos connaissances, nos savoirs. Ça me fait penser, ma petite fille, il y a quelques semaines, elle m'a demandé pourquoi on ne peut pas adopter une personne âgée? Ah, j'ai trouvé ça beau comme réflexion. Elle a 10 ans, puis elle a dit, mais pourquoi? Parce qu'elle entendait aux nouvelles toutes ces personnes souffrantes et qui étaient laissées elles-mêmes. Elle a dit, mais pourquoi on ne pourrait pas adopter? Mais c'est vrai, pourquoi pas? Alors, on laissera à cette génération future de réfléchir à d'autres façons de nous entretenir et de prendre soin de nous. Alors, Hélène, merci encore, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous d'avoir été là. Prenez soin de vous, puis nos pensées sont toujours avec vous, où que vous soyez, quelle souffrance que vous subissez ou vous souffrez, on est là pour vous. OK? À bientôt.